Et donc on va continuer sur l'activité physique. Et le travail que je vais vous présenter porte donc sur les liens entre activité physique et trisomie 21. Et donc je me permettrai d'illustrer cet exposé par les résultats d'une étude que nous avons menée donc, au laboratoire INSERM, auquel je suis rattachée donc, dans l'UM Sport et Pathologie de l'hôpital sud de Grenoble. Et l'intérêt de cette étude était de montrer la possible existence d'une limitation à l'effort chez de jeunes adultes avec trisomie 21. Alors, dans notre quotidien aujourd'hui, on trouve effectivement la notion d'activité physique, de sport, qui est considérablement rattachée à cette notion de santé, avec un slogan excessivement présent dans notre quotidien, du sport pour ma santé, du sport pour améliorer mes indices et mes indicateurs de santé. Et effectivement, aujourd'hui, les recommandations qui sont très récemment publiées par l'American College of Sport Medicine recommandent une pratique d'activité physique d'environ 30 minutes quotidiennes. Et cette recommandation de 30 minutes d'activité quotidienne est en fait le résultat de très nombreuses études. Et si on fait une interrogation bibliographique sur PubMed, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces 40 dernières années, on est à plus de 83 000 publications qui s'intéressent à ces deux mots-clés, sport et santé. Et comme aujourd'hui, le sujet c'est la trisomie 21, j'ai ajouté un troisième mot-clé à cette interrogation bibliographique. Et là, la surprise est grande, puisque quand on ajoute le mot trisomie, eh bien, on tombe à 136 références. Et j'ai encore voulu être plus précise, et donc, dans ma recherche bibliographique, je me suis dit 136 références sur les 40 dernières années, c'est peut-être insuffisant. J'ai élargi de 1920 à nos jours, et puis j'ai été plus rigoureuse dans mes filtres bibliographiques, et j'ai joué sur des mots-clés un petit peu plus divers. J'ai joué Down syndrome, trisomie 21, j'ai enlevé tout ce qui pouvait être relatif à des études non directement impliquées sur la trisomie. Et bien là, la surprise est encore plus grande, car quand on est plus précis sur les filtres bibliographiques, on tombe à 86 références. Et en plus, dans ces 86 références, 4 ne sont pas spécifiques de la trisomie, mais considèrent des groupes expérimentaux dans lesquels on mélange des adultes avec retard mental, en y associant par exemple des autistes ou des X fragiles, et donc on n'est pas spécifique trisomie. Et puis, dans ces 86 références, seules 3 présentent dans leur titre le mot-clé santé. Et donc, la conclusion de cette recherche bibliographique, c'est: y a-t-il un manque d'intérêt à promouvoir l'activité physique dans la prise en charge de la trisomie? Et pourtant, je pense qu'une des raisons, c'est aussi peut-être parce que, quand on regarde du point de vue bibliographique, dans la littérature, il est difficile de faire des constats qui restent fragiles parce que les groupes expérimentaux qui sont étudiés sont trop divers. On y mélange des caractéristiques de handicap cognitif avec des populations qui ne sont pas spécifiques, mais qui considèrent des adultes, des plus jeunes, qui présentent par exemple des troubles autistiques ou un syndrome de Rett et des trisomies, et des sujets avec trisomie. Et puis surtout, on y mélange des niveaux de quotient intellectuel allant de sévère à modéré qui rendent ces constats fragiles. Alors néanmoins, on arrive quand même à trouver des constats pertinents sur les effets de l'activité physique, avec au final des résultats qui sont assez homogènes et concordants, montrant l'existence de déficits de l'équilibre statique, de la force musculaire et de la coordination. La conséquence primaire de ce déficit, eh bien, c'est que l'aptitude physique est moindre. Et puis, on va retrouver, lorsque les études s'intéressent à des plus jeunes enfants, un retard de développement des habiletés motrices, que les auteurs expliquent principalement par un moindre engagement dans la pratique d'activité. En effet, les enfants, quand ils sont jeunes, comme ils ont ce retard de développement, eh bien, ils vont moins naturellement, ils sont moins enclins à pratiquer des activités physiques. Pourquoi? Parce qu'ils y ont tout simplement plus de difficultés. Et du coup, ils ont aussi une moindre motivation, parce que quand on a des difficultés, on est moins motivé, on est plus souvent en échec. Et les conséquences de ces deux paramètres, excusez-moi, c'est que la condition physique que l'on développe normalement dès sa petite enfance, eh bien, va être moins développée à un âge donné comparé à des enfants contrôlés. D'autre part, les caractéristiques propres de cette moindre condition physique des enfants avec trisomie sont aussi en partie expliquées par des facteurs qui appartiennent à la trisomie proprement parlée. En particulier, et comme Léa l'a précisé précédemment, la composition corporelle et cette tendance à l'obésité
l'obésité et au stockage de masse adipeuse, le déficit de force dont je vous ai parlé précédemment, et puis la capacité aérobie, que nous, dans notre jargon médical, on appelle donc la VO2 max, qui est donc, pour faire simple, c'est la capacité à utiliser l'oxygène au niveau périphérique et en particulier par le tissu musculaire qui travaille au cours d'un effort. Eh bien, cette VO2 max est plus faible d'environ 10 à 15% par rapport à des témoins du même âge pour les sujets avec trisomie. Et cette moindre VO2 max est en partie expliquée par une fréquence cardiaque de repos, mais aussi une fréquence cardiaque maximale à l'effort qui est plus basse. Et ces fréquences cardiaques qui sont plus basses sont le reflet d'une dysautonomie et donc d'un rôle plus que probable du système nerveux autonome qui contrôle la régulation de notre fréquence cardiaque. On y ajoute évidemment les anomalies endocriniennes variées, multiples, comme par exemple l'hypothyroïdie dont on parle depuis ce matin, le déficit de stimulation physique dès le plus jeune âge, comme j'ai pu vous l'évoquer juste sur la diapo précédente. Et donc, ce que l'on peut retenir, c'est que si on stimule un enfant avec activité physique, et c'est quelque chose qui est tellement commun pour tous les enfants, qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne l'est pas pour les petits avec trisomie. Et donc, si on stimule par l'activité un jeune enfant en contrôlant son environnement, son régime diététique, son sommeil, etc., eh bien, on va déjà normaliser sa courbe de poids. Par effet rebond, on améliorera sa fonction cardiovasculaire et donc on diminuera les facteurs de risque qui y sont associés. Et on corrigera progressivement les anomalies adaptatives endocriniennes à l'effort. Sans parler de tous les autres bénéfices connus qui sont associés à l'activité physique, comme par exemple améliorer le sommeil, améliorer l'apprentissage, etc. Et donc, j'ai décidé de mettre cette photo qui n'était pas spécifique de l'activité physique parce que je pense que pratiquer l'activité physique dès son plus jeune âge, eh bien, ça a des effets, si j'ose dire, bénéfiques collatéraux. Et en particulier, je pense que si on travaille sa motricité, eh bien, on va avoir un impact très positif sur la motricité fine, comme par exemple être capable de jouer d'un instrument, ou encore la motricité fine qui est nécessaire pour la maîtrise du graphisme et de l'écriture. Effectivement, mon propos, c'est l'activité physique, et en ce sens, l'expérience menée dans le bassin grenoblois depuis maintenant plus de 10 ans, eh bien, permet de mesurer les progrès réalisés dans ce domaine. Et à ce titre, je voudrais bien vous montrer comme quoi l'activité physique, je pense que c'est quand même un moyen qui est super intéressant pour nos jeunes avec trisomie. Je me suis permis donc d'extraire de l'article de Fernal et collaborateurs, qui est une des équipes les plus publiantes au monde sur l'activité physique, une comparaison entre les jeunes avec trisomie américains qui sont très sédentaires et qui pour la plupart d'entre eux vivent en institution, comparé à nos jeunes grenoblois qui sont actifs à raison de 2 heures par semaine en moyenne et qui sont donc bien stimulés par l'activité physique. Et ce qu'on remarque effectivement, eh bien, c'est que nos jeunes grenoblois, ils ont un indice de masse corporelle qui est vraiment plus bas que les jeunes américains sédentaires. Ils ont une VO2 max qui est plus de 2 fois supérieure à celle des Américains. Pour la petite histoire, nos jeunes avec trisomie dans le bassin grenoblois, ils sont très bons. Parce que regardez, ils sont au même niveau que les contrôles sédentaires américains qui mangent des hamburgers et boivent du Coca-Cola. Et donc, je pense qu'on peut conclure que l'entraînement en activité physique a des effets bénéfiques, il doit être encouragé. Encourager ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il faut contrôler l'activité physique parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle enclenche des réponses qui pourraient être délétères et créer un surhandicap à l'handicap. Par conséquent, dans cette étude, qui illustre donc mon propos, nous avons voulu montrer qu'il existe une réelle limitation à l'effort chez des sujets avec trisomie 21. Et donc, notre propos était de montrer que celle-ci était vraiment en lien avec une dysfonction autonomique et hormonale. Alors, pourquoi ces deux systèmes, dont Léa vous a déjà un petit peu parlé? Eh bien, ces deux systèmes pour mieux comprendre pourquoi des sujets avec trisomie 21 se fatigueraient plus vite à l'effort. Et je pense que ça a une grosse influence, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'on professionnalise des jeunes avec trisomie 21, très souvent, on les professionnalise dans des secteurs dans lesquels la composante physique est importante, alors même qu'ils se fatiguent plus vite. Alors, il faudra sans aucun doute adapter ces pratiques. Donc, notre population était composée de 2 groupes, 11 sujets avec trisomie versus 11 contrôles, bien appareillés en âge. Et donc, sur l'activité physique, je ne m'étais pas trop trompée, 1,7 pour les sujets contrôle et 2,6 pour les sujets avec trisomie.
On note la prévalence de la plus petite taille, effectivement un poids un peu supérieur à la normale, comme on l'avait dit au-dessus, et puis cette pression artérielle systolique qui est aussi bien décrite dans la littérature, et en particulier dont Fernald avait déjà bien parlé dès ses premiers travaux en 1993. On a fait un profil inflammatoire et hormonal de repos, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on confirme ce qui a déjà été dit sur les marqueurs inflammatoires. Eh bien, dans notre groupe de sujets avec trisomie, on a vraiment une interleukine 6 et une protéine C-réactive ultrasensible qui est significativement plus élevée, une leptinémie et une insulinémie qui restent aussi bien plus élevées que celles du groupe contrôle. Alors, ce profil hormonal, ces marqueurs d'inflammation qui au repos sont plus élevés, sont donc les témoins de ce que l'on appelle une inflammation bas grade, qui est impliquée dans l'insulinorésistance, et en particulier, on va donc avoir une concentration en acide gras libre circulant qui va être beaucoup plus élevée que la normale, et par conséquent, un stockage du glucose périphérique qui sera de moins bonne qualité, et donc favorable à la lipogenèse, c'est-à-dire à ce stockage de masse adipeuse. Alors, cette hypothèse, ici, qui peut vous paraître un petit peu complexe, elle avait été émise par Sils et collaborateurs dès 2004, montrant que quand on augmentait son stockage de tissu adipeux, la leptine et l'insuline circulante augmentaient, et la conséquence, c'est qu'il existe à ce moment-là une activité noradrénergique subcorticale qui est augmentée, elle-même entraînant une activité autonomique périphérique augmentée, qui va conduire à une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques, qui de fait va diminuer la dépense énergétique totale, même lorsqu'elle est liée à l'exercice physique, et donc qui va entraîner ici un déséquilibre de la balance énergétique, toujours en faveur du positif. Et donc on rentre dans un cercle vicieux, on stocke, on stimule toute cette voie qui enclenche de nouveau du stockage. Et il faut rompre ce cercle vicieux, et une des propositions qui est faite, c'est donc de préconiser la pratique d'une activité physique régulière qui permet de diminuer l'interleukine, la leptine et la protéine C-réactive, favorisant à ce moment-là l'élévation de la sensibilité à l'insuline et de la liponectine, dont on le sait, elle joue un rôle majeur dans l'apparition du diabète, et par conséquent diminuer le poids corporel, la masse grasse, et des effets que l'on observera tout de suite sur l'amélioration du VO2 pic, de l'AFC pic, et donc de la durée d'effort. Nous avons voulu confirmer cela au cours de deux types d'épreuves d'effort différentes, une maximale et une sous-maximale. Donc l'épreuve d'effort maximale consistait à faire marcher des jeunes sur un tapis roulant. Chaque minute, on augmente soit la vitesse de 1 km/h, soit la pente du tapis, ce qui fait qu'à la fin, ils finissent comme s'ils grimpaient en montagne. Et au cours de cette épreuve d'effort, nous mesurons fréquence cardiaque, VO2 et ventilation, plus les variables hormonales. Chez les sujets avec trisomie, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, ce que je vous avais introduit tout au début, leur fréquence cardiaque pic ou maximale eh bien, est significativement plus basse que celle des contrôles, et leur VO2 max est significativement plus basse que celle des contrôles, confirmant cette diminution de la capacité cardiovasculaire, et un lien plus que probable avec une incompétence chronotrope. L'incompétence chronotrope, c'est incapacité à élever sa fréquence cardiaque lorsqu'on fait un effort. D'autres facteurs sont proposés, la sédentarité, l'obésité, la motivation, les pathologies associées à la trisomie 21, comme par exemple un canal lombaire étroit ou une instabilité C1-C2, et évidemment les facteurs hormonaux. Alors pour illustrer ces facteurs hormonaux, je vous présente juste quelques résultats parce qu'on en avait beaucoup. La réponse de la noradrénaline, qui est donc un des neuromédiateurs essentiels du SNA. Et on voit bien que chez les sujets contrôle en bleu, elle s'élève de façon très importante au cours de l'épreuve d'effort. Cette élévation a lieu chez les sujets avec trisomie, mais elle n'est pas aussi ample. Et donc, comme elle n'est pas aussi ample, elle ne va pas permettre la mise en jeu des voies métaboliques. C'est quoi la mise en jeu des voies métaboliques? C'est principalement être capable de maintenir sa glycémie à l'effort, ne pas faire une hypoglycémie. Et c'est surtout stimuler son cœur pour élever sa fréquence cardiaque et répondre aux besoins de l'exercice. Et visiblement, là, il y a un défaut de stimulation au niveau cardiovasculaire. On a aussi fait une cinétique de cortisol. Alors, le cortisol est une hormone qui rentre en jeu principalement dans la régulation glycémique à l'effort. Et on voit bien que chez les sujets avec trisomie, eh bien, le cortisol reste particulièrement plat comparé à celui des sujets témoins en bleu. Qu'en est-il ensuite sur l'épreuve d'effort maximale, sous-maximale? Alors, une épreuve d'effort maximale, c'est une épreuve d'effort qui est faite à une intensité moindre, mais qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps.
Et nous voulions vérifier que ces adaptations hormonales qui devraient avoir lieu suivent des cinétiques classiques ou non chez les sujets avec trisomie 21. Donc l'épreuve d'effort consistait à les faire marcher un petit peu rapidement durant 8 minutes, puis un petit peu plus vite durant 8 minutes, puis franchement plus vite jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et donc on avait fait des prélèvements sanguins aussi pour vérifier les cinétiques hormonales. Ce qu'on constate sur cette épreuve d'effort sous max, c'est que la durée d'effort et la distance d'effort chez les sujets avec trisomie est significativement plus basse, que sur la réponse de la noradrénaline, on observe la même chose qu'au cours de l'épreuve d'effort maximale, mais c'est encore plus marqué, confirmant qu'effectivement, les sujets avec trisomie ont une oxydation lipidique qui est altérée et donc une moindre disponibilité en substrat énergétique pour maintenir leur glycémie à l'effort et une adaptation cardiaque via la noradrénaline qui se fera de façon beaucoup plus inappropriée. Au niveau du cortisol, la cinétique est aussi à peu près identique à celle de l'épreuve d'effort maximale, mais là c'est encore plus net. Chez les sujets avec contrôle, ça s'élève très légèrement au cours de l'épreuve d'effort. Chez les sujets avec trisomie, ça reste complètement plat. Et donc la mobilisation des substrats énergétiques, c'est-à-dire aller chercher dans ce tissu adipeux pour refaire du glucose au cours de l'effort et maintenir sa glycémie, eh bien, ça ne peut pas avoir lieu chez les sujets avec trisomie 21. Donc en synthèse, les sujets avec trisomie 21 montrent donc bien une altération de la capacité cardio-respiratoire, des sécrétions de catécholaminergiques qui sont altérées, de la cortisolémie qui est aussi altérée à l'effort, entraînant une stimulation sympathique insuffisante, d'où une adaptation cardiaque inadéquate, et d'autre part, une mobilisation des substrats énergétiques et en particulier du tissu adipeux qui est aussi inappropriée, étant sans aucun doute le lit de ces facteurs explicatifs d'une fatigue durable et plus précoce au cours de l'effort. Ces résultats sont donc le témoin d'une dysautonomie, d'une possible limitation à l'effort, et ces diverses altérations pourraient donc expliquer la capacité d'effort limitée, fatigue, limitation à poursuivre des efforts plus longtemps. Il y a donc nécessité d'adapter les activités physiques, et j'insiste, qu'elles soient de loisirs, sportives ou professionnelles, en proposant à tous les jeunes avec trisomie 21, éventuellement de faire des pauses au cours des efforts, éventuellement de se resucrer si besoin, et éventuellement de mieux adapter leur régime alimentaire avant et après un effort. En synthèse générale, pour proposer une diapo plus facile à lire et à comprendre, il existe donc une possible dysautonomie, c'est-à-dire une dysfonction du système nerveux autonome qui est chronique dans la trisomie 21, qui limite l'effort chez ces jeunes, et la réponse cardiovasculaire et donc les cinétiques hormonales sont inadaptées. Mais je suis convaincue qu'une activité physique régulière permet sans aucun doute de corriger chacun de ces étages. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Véronique. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapidement? Il y en a forcément une, déjà de ma part. Michel Thiel, je m'occupe de trisomique vieillissant, mais accessoirement, je suis aussi médecin du sport. Et du coup, ça m'a... Est-ce que vous allez faire, parce que la conclusion de tout à l'heure, elle venait au fur et à mesure, ce qui serait très intéressant, c'est de voir quel est le résultat d'un programme d'entraînement sur ces sécrétions de noradrénaline, de cortisol, etc. C'est-à-dire de voir, en faisant un programme d'entraînement sur 1 an ou sur 18 mois, progressif et adapté, quel gain on aurait et jusqu'où on peut retourner vers la normalité. Alors, ce sont des travaux qui ont été un petit peu faits, en particulier donc, par une équipe qui est celle de Rimmer. Et Fergal aussi avait reproposé des travaux derrière dans cette logique. Après, c'est compliqué parce que les conclusions de ces études ne proposent jamais des programmes standardisés. Et qui plus est, quand les jeunes commencent à faire de l'activité physique, ils voient bien qu'avec le problème de surpoids, ils ont plus de difficultés. Donc en même temps, ils vont contrôler aussi un petit peu mieux leurs apports alimentaires. Et ensuite, quand on doit faire le constat de est-ce que c'est l'activité physique qui améliore ou est-ce que c'est le fait aussi qu'ils aient perdu du poids sous l'effet d'un régime alimentaire mieux contrôlé, on arrive donc plus parfaitement à discerner l'un des deux facteurs pour expliquer l'amélioration. Voilà. Après, du point de vue conceptuel, dans notre cadre académique français,
pour proposer ce type de travail au cours d'une thèse, c'est très difficile parce que le temps qui est octroyé, par exemple, pour une thèse, est tellement court que évaluer des programmes d'entraînement s'avère être très difficile. Voilà. Ou alors il faudrait le mener hors thèse, et là, les problèmes de financement étant le nerf de la guerre, on retombe sur le même rêve. Question candide, la dysautonomie, est-ce qu'on peut la traiter médicalement? C'est très difficile, je ne pense pas. Je pense qu'on peut surtout l'améliorer par des programmes d'entraînement. Et moi, je vous ai présenté des résultats là dans le cadre de la trisomie, mais nous, à l'hôpital, on propose des programmes d'entraînement chez des personnes dysautonomes, par exemple dans la fibromyalgie, où on sait que ça marche quand même bien l'activité physique. Et ça évite de prendre des médicaments, et c'est toujours mieux. Voilà. Et il faut pas limiter la dysautonomie à la baisse tensionnelle. Le Gutron, ça marche dans la baisse tensionnelle, mais ça marche au prix d'effets secondaires. Donc c'est pas aussi simple que ça, et je pense qu'il ne faut pas induire sur une dysautonomie qui est en règle générale relativement bien supportée, un effet secondaire d'un médicament qui... Voilà. L'heptamine, ça ne marche pas, et le Gutron, ça marche bien, mais il faut vraiment avoir des hypotensions qui sont responsables de chute ou de malaise pour que ça soit justifié de le mettre au long cours. Mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est la réadaptation à l'effort et puis leur faire perdre le poids. Après, il y a un truc tout bête, mais on en parlera demain, c'est de leur faire mettre des chaussettes de contention. Hein. B.A.-bas. Demain, on sera très, très terre-à-terre et pratico-pratique. Je pense qu'il faut toujours favoriser plutôt l'activité physique que la prise pharmaco. Pour traiter la dysautonomie en tout cas, parce que je pense qu'on peut améliorer la dysautonomie par l'activité physique, ça a fait largement ses preuves dans de nombreuses pathologies, pas que la trisomie. Deux toutes petites questions, une de biochimie. La CRP est effectivement augmentée par rapport à la population générale, parce que 9, c'est déjà pas mal, on a l'impression que c'est plus... En Alors général, là, c'était un dosage en plus ultra sensible. Ah ouais. Non, mais Et parce puis, que je c'est pense- important que les gens le sachent, parce que Je pense que de toute façon, ils ont des marqueurs de l'inflammation qui sont toujours oui, plus mais élevés. comme la même au CRP, repos. c'est le b.a.-ba de ce que font les médecins et de regardent dans n'importe quel... Je pense que c'est... Oui, enfin, Ils ont toujours Donc enfin, c'est- souvent une VS aussi élevée, mais je pense que c'est aussi peut-être à mettre en lien, il faudra peut-être un peu mieux se poser la question, avec le nombre très important de souvent petites infections qu'ils ont au niveau en particulier de la sphère ORL, les oui. petits problèmes Non, mais d'otite indépendamment. ou cutanés, et je pense qu'en fait ça crée vraiment cette inflammation de bas grade, en l'occurrence. Et l'autre question, c'est une question très pratique. Est-ce que quand une personne travaille tout le temps debout, une personne avec trisomie 21, tout le temps debout, sans pause ou sans pause régulière, est-ce que ça a un effet néfaste sur un certain nombre de choses? Est-ce que ça a été étudié? Parce que dans le type de travaux qu'on peut demander, que ça soit le jardinage, que ça soit... Puisque c'est des travaux qui sont proposés. À ma connaissance, non. Et c'est bien pour ça que Merci. je dis que dans ces activités professionnelles dans lesquelles on les met souvent sous contrainte physique, il faudra mieux prévoir sans doute l'aménagement du temps de travail pour justement respecter l'apparition de cette fatigue plus précoce et de cette limitation. Merci Véronique.